Bonjour et bienvenue sur Renaud Roussel Nutrition pour ce podcast numéro 10. Nous allons aujourd'hui parler du SIBO, le fameux SIBO dont tout le monde parle et qui affecte de plus en plus de personnes. Le problème avec le SIBO est qu'on le diagnostique de plus en plus, certes, mais qu'on ne le règle pas plus pour autant. Pourquoi ? En premier lieu, parce qu'il ne se règle pas avec des médicaments, surtout pas avec des antibiotiques, que ce soit la rifaximine, la néomycine ou le métronidazole, ni avec des antimicrobiens et encore moins avec des probiotiques et des prébiotiques. En second lieu, parce que comme toutes les dysbioses, le raisonnement est celui-ci, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Les experts expertisent à n'en plus finir, les conférenciers font des conférences rémunératrices, les médecins pataugent, les ignorants veulent paraître savants et les patients souffrent indéfiniment. Le SIBO est devenu un véritable business et plus on complique les choses, plus le business perdure et plus il rapporte. Un autre problème avec le SIBO, et non des moindres, est qu'à se focaliser sur lui, les médecins peuvent passer à côté d'autres pathologies sous-jacentes plus graves. Derrière un SIBO, il y a peut-être un Crohn, par exemple, et passer à côté d'un Crohn, c'est grave, c'est inadmissible. Donc, lorsqu'un SIBO est diagnostiqué, on s'en occupe, bien évidemment, mais on regarde s'il n'y a pas d'autres pathologies concomitantes. Une insulinorésistance, une réactivation virale, une perméabilité intestinale, une immunosuppression, une maladie parodontale, une rectocolite hémorragique, une malabsorption du grêle, une gastroparésie, une hypothyroïdie, un Parkinson ou pré-Parkinson, etc. Un train peut en cacher un autre. Avec le SIBO, tout est dit dans l'acronyme Small Intestine Bacterial Overgrowth, c'est-à-dire une pullulation bactérienne de l'intestin grêle, point. Les personnes qui ont écouté le podcast numéro 9, Microbiote, flore riche, flore pauvre, savent qu'une pullulation bactérienne, c'est une dysbiose, une flore pauvre, c'est-à-dire une flore surexprimée, une flore composée d'une faible variété de familles bactériennes, mais d'un nombre excessif de bactéries. C'est-à-dire qu'un biofilm composé de quelques familles de bactéries à l'intérêt commun a cru au point d'envahir le territoire et de prendre la place d'autres familles de bactéries, rompant ainsi le biose, c'est-à-dire l'équilibre de la flore. Notre pierre d'achoppement, c'est la masse bactérienne excessive. Nous sommes conçus pour vivre en symbiose avec un microbiote d'une masse bactérienne déterminée, bénéfique. Que celle-ci vienne à croître exagérément, elle devient maléfique. Le SIBO est une pullulation de la flore de fermentation des sucres, puisque ce sont les sucres qui sont fermentés par les bactéries dès lors qu'elles en ont l'occasion, ce qui induit une production de gaz, des ballonnements, des déchets métaboliques en masse et un accroissement de leur population à un niveau délétère. Le SIBO, c'est une pullulation de la flore anaérobie, des bactéries qui ne peuvent pas utiliser l'oxygène comme source énergétique et qui utilisent donc les sucres qu'elles fermentent pour s'en nourrir et pulluler. Pour se multiplier, pour pulluler, les bactéries anaérobies ont besoin d'énergie et donc de sucres fermentés cibles. Les sucres fermentés cibles sont le glucose, le fructose, le lactose, les amidons et les nombreuses fibres fermentées cibles, c'est-à-dire les glucides d'une manière globale, c'est-à-dire les céréales et les farines avec ou sans gluten, les autres féculents dans leur globalité, les crudités, les fruits et les légumes. Si vous espérez corriger un SIBO en continuant à ingérer du sarrasin et du quinoa, vous irez à l'échec. Idem avec de la patate douce, idem avec des flocons d'avoine, idem avec les crudités en quantité, idem avec les yaourts et autres produits lacto-fermentés, idem avec les sirops d'érable et autres faux sucres. On ne préconise pas de kéfir ou de chou fermenté à un SIBO hydrogène, c'est une grossière erreur. Le SIBO, c'est un excès de flore, et un excès de flore, c'est un excès de gaz, principalement un excès d'hydrogène produit dans l'intestin grêle. Donc, avant de supposer un SIBO et d'agir à l'aveugle, on mesure le taux d'hydrogène des gaz respiratoires. Tout d'abord, on mesure à jeun.
il ne doit pas y avoir d'hydrogène à jeun, ou très peu, 5 à 10 ppm. De l'hydrogène à jeun, c'est un grêle agressé, en souffrance avec destruction cellulaire. Ce n'est pas bon. Là, on pose des questions. Êtes-vous bien à jeun? Avez-vous bien suivi le protocole alimentaire suggéré pour la mesure des gaz respiratoires? Y a-t-il eu une infection virale récemment? Un Covid? Ou y a-t-il un Covid long? Un hydrogène à jeun, on soupçonne une infection virale. Les virus, ça crée des lésions graves. Avez-vous pris des antibiotiques récemment? Avez-vous pris du Roaccutane dans votre vie? Utilisez-vous des huiles essentielles en ingestion, de l'argent colloïdal? Bref, on cherche les sources principales qui expliqueraient un hydrogène à jeun. Puis, on mesure à nouveau à 2 heures après ingestion de sucre pour évaluer le niveau de fermentation dans le grêle. On peut faire des mesures intermédiaires si l'on veut, par exemple toutes les 20 minutes, et même au-delà de 2 heures. Mais pour faire simple, disons à 2 heures. Le niveau d'hydrogène à 2 heures indiquera si SIBO il y a et de quelle ampleur il est. Le taux doit être légèrement supérieur à celui mesuré à jeun. Un hydrogène à 2 heures, c'est bien. De l'hydrogène, il en faut, mais au-delà de 10, 15, 20 ppm, il devient excessif et il est alors marqueur du SIBO. Bien évidemment, un taux de 40 ppm à 2 heures n'est pas un taux de 200 ppm, ce n'est pas le même niveau de dysbiose et donc pas le même niveau de mesure à prendre pour la corriger. Un hydrogène très élevé, on fait attention, c'est la voie vers l'auto-immunité. Et puis, un taux de 40 ppm d'hydrogène ne va pas, par exemple, expliquer l'ensemble des symptômes parfois exprimés par la personne concernée. Il va falloir chercher ailleurs. Avoir un taux d'hydrogène normal à jeun et normal à 2 heures après ingestion de sucre ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas de dysbiose. Il existe plusieurs sortes de dysbiose. C'est pour cela que je mesure également d'autres gaz comme l'hydrogène sulfureux, les composés organiques volatiles liés à l'acétate et l'oxyde nitrique gastrique également, pour avoir d'autres marqueurs m'indiquant l'état de la flore, du flux digestif et du niveau de malabsorption des sucres du grêle. Personnellement, je ne mesure pas le méthane car le méthane est un gaz beaucoup trop instable comparé à l'hydrogène qui est un gaz très stable. Il y a beaucoup de fausses mesures de méthane car beaucoup de paramètres peuvent compromettre une mesure réelle, la température, le climat par exemple. Le méthane, on le suspecte à partir du taux d'hydrogène. S'il est très bas à 2 heures, voire plus bas qu'à jeun, et que la personne se plaint de ballonnement et de gaz à distance des repas, c'est que la flore produit du méthane. On confirme alors avec l'anamnèse et la clinique. Y a-t-il une constipation chronique, une dépression? La flore méthanogène étant la flore de la constipation chronique et de la dépression. Certaines personnes viennent me voir et me disent avoir un SIBO hydrogène et un SIBO méthanogène diagnostiqués par une mesure d'hydrogène et de méthane. Je suis toujours sceptique sur ce double diagnostic car ces deux flores, hydrogène et méthanogène, sont incompatibles. La flore méthanogène est hydrogénotrophe, c'est-à-dire qu'elle utilise l'hydrogène pour produire du méthane. Voilà pourquoi un hydrogène très bas à 2 heures doit faire suspecter une flore méthanogène. De plus, la flore méthanogène est une flore colique essentiellement, et le méthane produit dans le côlon peut également se retrouver dans les gaz respiratoires. Le méthane produit dans le côlon provient de la fermentation des sucres et des fibres ingérés les jours précédents, et peut donc être présent dans les gaz respiratoires le jour de la mesure, laissant croire qu'il provient de la fermentation dans le grêle des sucres ingérés 2 heures auparavant pour la mesure. Donc, si on me dit qu'il y a présence d'un fort hydrogène avec une présence de méthane, eh bien, c'est un SIBO hydrogène que l'on traite, puisque le SIBO, c'est le grêle, pas le côlon. Et s'il y a du méthane dans le côlon, eh bien, il suffira de réduire les fibres et les amidons résistants pour réduire la flore productrice. Lorsque la flore hydrogène est trop peu développée et que la flore méthanogène est exacerbée, alors, à cette condition seulement, les produits lactofermentés comme le kéfir seront bénéfiques et lèveront la constipation associée et réduiront les symptômes dépressifs. Voilà pourquoi la mesure du méthane peut pervertir la réflexion et que la mesure de l'hydrogène seul est plus fiable avec un peu de connaissance et d'expérience.
Les archées méthanogènes ne sont pas des bactéries, mais ce sont des anaérobies strictes et n'ont rien à faire dans un grêle. Leur place est dans le côlon. C'est pour cela que je préfère l'expression IMO, Intestinal Methanogen Overgrowth, à SIMO, Small Intestine Methanogen Overgrowth. Je ne dis pas qu'il ne peut jamais y avoir d'archées méthanogènes dans le grêle et donc pas de production de méthane dans le grêle. Je dis que ce n'est pas leur place et que si elles ont contaminé le grêle, s'ils sont développés en excès, c'est qu'il y a eu un abus de sucre fermentescible depuis longtemps, avec un frein iléal bien souvent, c'est-à-dire un iléon, la partie terminale du grêle, dilaté, rempli d'un excès de sucre irrésident, fibres comprises, ce qui induit une forte production d'acides gras et une réabsorption en masse de mauvais sels biliaires, des sels biliaires devenus abrasifs par l'action des bactéries anaérobies. Et ça, c'est une catastrophe à bien des égards. Je pense qu'il serait opportun d'ailleurs de faire un podcast sur les sels biliaires tant ils sont importants sur de nombreux aspects métaboliques. Le frein iléal induit également un fort ralentissement réflexe de la vidange gastrique, c'est-à-dire un ralentissement du flux digestif. C'est une catastrophe car tout ralentissement du flux digestif, toute stase digestive induira des fermentations et une pullulation bactérienne. Un frein iléal, c'est une modification de la flore du grêle. C'est interdit. La nature n'aime pas ça, notre physiologie non plus. Il ne faut pas modifier la flore du grêle. Elle doit rester fort modeste, plutôt aérobie dans sa partie haute, avec un peu d'anaérobie qui commence à apparaître à la fin de l'iléon. Il faut du flux. Un manque de flux, c'est un risque de SIBO. Il n'y a pas de contamination bactérienne dans une cascade. La contamination bactérienne, la pullulation, se fait dans les eaux stagnantes. Je ferai un podcast sur les virus, notamment les herpès virus, qui induisent souvent un ralentissement du flux digestif, un manque de motilité par atteinte du nerf vague et du plexus mi-entérique, gage du flux digestif. On doit toujours vérifier le pilier viral, y compris dans un SIBO. Celui qui ne fait pas ça ne fait rien, en tout cas, il ne fait pas le principal. SARS-CoV-2, virus de la Covid, et la grande famille des herpès virus sont extrêmement neurotropes et font des dégâts dans le nerf vague, nerf principal du tissu digestif, du flux digestif, à commencer par la vidange gastrique. La santé, c'est une flore riche, certes, mais c'est aussi et surtout un pilier viral contrôlé par l'immunité. La crise Covid nous a donné une sérieuse piqûre de rappel, si j'ose dire, mais vaine au regard de l'intérêt toujours inexistant des médecins et des thérapeutes pour ces grands gangsters de notre santé métabolique. Et au niveau de la gestion du contrôle des virus, de la détection d'une réactivation et de la thérapie à adopter, c'est le désert total. Revenons à notre méthane. Lorsque l'on en est à produire ce gaz en masse, c'est que l'on s'est transformé en ruminant. Et nous ne sommes pas des vaches, jusqu'à preuve du contraire. Un peu de méthane, c'est bien. Beaucoup de méthane, c'est une catastrophe. Nous avons un intestin grêle très long. Et l'intestin grêle est l'organe d'absorption. Ce n'est pas un organe de fermentation. Il ne doit pas y avoir de fermentation dans le grêle, ou très peu à la fin de l'iléon. La fermentation, c'est dans le côlon, et une fermentation modérée. Nous avons un côlon assez court, dépasser sa capacité de traitement par un apport exagéré et constant de sucre fermentescible, genre amidon résistant et fibres, très à la mode ces derniers temps, stimulera l'expression de la flore de fermentation, induira une pullulation et installera une dysbiose colique. La production de butyrate, cet acide gras produit à partir de la fermentation des sucres dans le côlon, est une chose nécessaire. Mais produire trop de butyrate est extrêmement délétère. J'explique cela dans mon dernier livre, Santé métabolique, immunité, microbiote. Le problème avec Homo sapiens est que lorsqu'on lui dit qu'une chose est bonne, il en abuse jusqu'à un niveau délétère. J'en profite pour dire qu'un SIBO est une pullulation bactérienne in situ, ce qui veut dire que c'est la flore propre du grêle qui pullule par excès de sucre, un excès de stimulation de la flore de fermentation. Un SIBO, c'est une flore pauvre qui s'appauvrit à la prise de sucre.
on fait par une ingestion de sucre importante de l'élevage de bactéries locales. Le SIBO n'est pas un excès de bactéries du grêle corrélé à une contamination de bactéries coliques qui seraient remontées par reflux. La séparation entre ces deux mondes, grêle et côlon, assurée par le sécom et sa valve, est plutôt efficace. La nature ne crée pas une valve pour rien. Il peut y avoir des exceptions, bien entendu, une infection chronique du sécom par exemple, mais ce n'est pas une chose très courante. Alors, qu'est-ce qu'un excès de sucre susceptible de développer un SIBO ? C'est tout simplement un apport alimentaire excessif, c'est-à-dire supérieur à la capacité d'absorption des sucres du grêle. Tout sucre non absorbé sera fermenté par les bactéries et stimulera leur développement. Ce sont les sucres non absorbés qui traînent dans le grêle, qui induisent la pullulation bactérienne, la dysbiose et donc le SIBO qui gâche la vie de tant de personnes. On ne le dit pas assez. Une ingestion modérée de sucre fermenté cible, un grêle sain qui absorbe rapidement les sucres et un flux digestif rapide, il n'y a pas de SIBO. Un excès de sucre susceptible de développer un SIBO, c'est un apport de sucre alimentaire qui devient excessif au regard de la capacité d'absorption du grêle. Un excès qui survient d'autant plus facilement que le grêle prend de l'âge et que s'installe une malabsorption physiologique et pathologique. Un grêle ne fait pas exception, il vieillit comme tout le monde, comme chaque organe, et sa capacité d'absorption des sucres diminue avec le temps, c'est-à-dire que sa malabsorption des sucres augmente avec le temps. Ça, c'est une information capitale qu'il faut bien intégrer. Tout réside en la malabsorption des sucres du grêle en fonction de l'âge, ça c'est la malabsorption physiologique, mais aussi en fonction du niveau d'une dysbiose éventuelle et donc de l'importance d'un biofilm pathogène qui aggrave la malabsorption physiologique, ça c'est une malabsorption pathologique. De l'hydrogène en excès, c'est une malabsorption des sucres. Donc on réduit l'ingestion de sucre. C'est à la portée de tous car les sucres appauvrissent une flore pauvre, augmentent la population de bactéries agressives telles que Clostridium et Escherichia coli, et on œuvre bien sûr au retour d'une meilleure absorption des sucres du grêle en s'attaquant aux biofilms pathogènes par le biais de thérapies naturelles. Là, il faut s'adresser à un thérapeute aguerri à cette technique. Je vois parfois des personnes de 40 ans dont le grêle absorbe moins que ne le ferait le grêle d'un vieillard. À ce niveau, vous pouvez essayer toutes les thérapies que l'on vous propose, tant que vous dépasserez la capacité d'absorption des sucres du grêle, le SIBO continuera à se développer. Les antibiotiques n'y pourront rien, je le rappelle. Je vous invite à écouter le podcast numéro 8, la diète low carb, une nécessité physiologique, pour bien comprendre ce processus de malabsorption des sucres du grêle. Consommer autant de sucre fermenté cible à 50 ans qu'à 20 ans est la cause majeure du SIBO. Le grêle ne peut plus absorber autant de sucre à 50 ans qu'à 20 ans. C'est physiologique. À défaut du respect de la physiologie du grêle, c'est une fermentation qui explose des ballonnements gênants, voire douloureux, une pullulation bactérienne anaérobie garantie, un ralentissement digestif par frein iléal, une inflammation chronique de la muqueuse, une possible perméabilité, un SAMA, une fibromyalgie, un eczéma, la maladie auto-immune, une prise de poids difficilement contrôlable, un syndrome des ovaires polykystiques, un syndrome métabolique, etc. 55% de l'apport énergétique sous forme de glucides, sans se soucier le moins du monde de la physiologie du grêle, c'était le meilleur moyen de faire exploser la prévalence du SIBO. Objectif réussi, bravo les instances nutritionnelles. La pyramide alimentaire est un non-sens total. La fameuse assiette de contrôle des portions avec son tiers de féculents n'est guère mieux. Ces conseils alimentaires qui ont fait le malheur de nombreuses personnes sont également ceux qui les empêchent de guérir. Pour guérir d'un SIBO, il convient d'adopter une alimentation qui convienne à notre physiologie digestive. Plus on vieillit, moins on consomme de sucre fermenté cible. C'est une règle physiologique. Les antibiotiques ne font qu'appauvrir une flore pauvre, c'est un drame absolu.
On n'appauvrit jamais une flore pauvre, on l'enrichit. Les antibactériens ne peuvent rien tant que l'on ne ferme pas la vanne des sucres, car les bactéries pulluleront bien plus vite qu'elles ne pourront être éliminées. Votre baignoire est pleine et vous n'avez à disposition qu'une modeste louche pour la vider. Eh bien, fermez les robinets, sinon c'est le débordement assuré. Les probiotiques appauvrissent également la flore car ils viennent en renfort de la flore anaérobie. Les lactobacillus produisent beaucoup d'hydrogène. Vous ajoutez de l'hydrogène à trop d'hydrogène. Oups! Les probiotiques induisent une forte production de mauvais sels biliaires par altération des bons sels biliaires. Les bons sels biliaires sont extrêmement importants dans leur action de barrière contre l'invasion bactérienne. Oups! Les probiotiques, lorsque l'on a un foie gras fort développé, c'est un risque d'encéphalopathie hépatique. Oups! Les prébiotiques stimulent la flore anaérobie déjà trop présente. Oups! Bref, SIBO ou IMO, c'est une pullulation bactérienne de la flore de fermentation qu'il faudra impérativement calmer par une réduction drastique de tous les sucres fermentescibles, fibres comprises. Je n'ai pas dit éradiquer, j'ai dit réduire drastiquement. C'est la base, rien ne pourra se faire sans cela. Il convient de conserver toutefois quelques fibres de légumes à feuilles vertes pour leur apport d'un biote très intéressant, c'est-à-dire des bactéries aérobies qui vont enrichir la flore haute, buccale, duodénale et jéjunale. La flore buccale est capitale à bien des égards. Une mauvaise flore buccale va induire la production en excès de mauvais sels biliaires, ce qui est dramatique comme je l'ai indiqué plus haut. Sucre en excès, prise de probiotiques, excès de prébiotiques, mauvaise flore buccale, mauvais sels biliaires, c'est un bon cocktail pour un SIBO. 3 repas par jour sont largement suffisants pour nourrir un adulte, ce qui permet de laisser du temps entre les repas pauvres en sucre pour laisser l'estomac tranquille et permettre un retour rapide à une glycémie basse et une autophagie salutaire. Glycémie basse ne veut pas dire hypoglycémie, c'est très différent. Ne multipliez pas les petits repas dans la journée, ce serait contre-productif. Les sucres sont issus des végétaux, faites les bons choix. Je ne suis pas contre les végétaux, mais guérir d'un SIBO en consommant des céréales, des légumineuses et des crudités en quantité, c'est impossible. Il convient d'aller vers les légumes pauvres en sucre, de préférence les légumes à feuilles vertes, que vous faites blanchir avant la cuisson, afin d'en extirper les bactéries indésirables de leur exobiote. L'exobiote, c'est le biote externe de la plante. 2 à 3 fruits par jour pour le côté plaisir et rafraîchissant, ok, mais pas de smoothie et de jus de fruits. La tomate cuite est très intéressante également pour stimuler la production de bons sels biliaires. Pour guérir d'un SIBO, vous l'avez compris, on nettoie la bouche d'un éventuel biofilm anaérobie qui induit de nombreux problèmes de santé, de la maladie parodontale au cancer digestif et autres, en passant par l'endométriose. Mais on veille à préserver en même temps la flore utile, la flore protectrice, la flore aérobie. Donc pas de solution antiseptique s'il vous plaît, mais de l'eau oxygénée, 10 volumes, diluée avec de l'eau, 50-50 ou un tiers eau oxygénée, 2 tiers eau. Une cuillère à café suffit. Et on nettoie toute la vie, comme on se brosse les dents toute la vie. Et on réensemence avec les bactéries aérobies que nous procurent les feuilles vertes. Vive l'ortie! On s'occupe bien évidemment de l'immunité antivirale car sans un parfait contrôle des virus neurotropes, rien n'est possible. Tant le nerf vague, maître du flux digestif, peut en être altéré. Et pour traiter un SIBO, un bon flux digestif est crucial. Il ne doit pas y avoir de ralentissement. Nous avons également parlé du gros problème que représente un frein iléal plus haut. J'en profite pour dire ici que lorsque l'on soupçonne un terrain viral non maîtrisé, on vérifie cela par une sérologie spécifique, un nerf vague hypotonique, surtout le nerf vague gauche chargé du digestif,
On ne s'immerge pas dans un bac d'eau glacée, on ne prend pas de bain froid, on ne prend pas de douche froide. Le froid anesthésie le nerf vague, le froid est un anesthésiant. On ne boit pas froid, on ne met pas de glaçons dans un estomac ni de bulles. Le nerf vague n'aime ni le froid ni les bulles. L'estomac est à 37 degrés, il aime la chaleur, il aime la bouillotte, il aime le sauna. On ne boit pas de vinaigre, s'il vous plaît. Un estomac à la vidange lente est un estomac qui fermente les sucres in situ. C'est interdit. C'est un estomac qui produit de l'acétate. Et l'acétate, c'est du vinaigre. Ajouter du vinaigre exogène à du vinaigre endogène, c'est idiot. Du citron, oui. Du vinaigre, non. Le citron stimule la vidange. Le citron et le magnésium, encore plus. Un estomac lent, une gastroparésie, c'est un estomac qui va développer des bactéries de type Acinetobacter en son sein, une bactérie qui s'associe à Candida albicans par expérience d'efficacité. On doit accélérer le flux digestif si l'on veut se débarrasser de ces deux opportunistes. Les IPP et autres antiacides sont une catastrophe. Mettez des probiotiques dans un estomac lent avec Acinetobacter et Candida albicans et vous le transformez en tonneau de bière. Merci pour les reflux. Pour un excès d'hydrogène sans présence d'un biofilm résistant, le thym et la menthe sont efficaces. On voit beaucoup cela chez les enfants. Vous leur donnez du chocolat au lait et l'hydrogène monte à des niveaux stratosphériques. L'association thym-menthe en huile essentielle microdosée adjointe à un mycélium donne d'excellents résultats, à condition bien sûr d'arrêter le chocolat au lait. Je vous ai dit en introduction que les huiles essentielles étaient destructrices des cellules du grêle. On ne doit pas les utiliser tant elles sont puissantes. Cependant, il serait dommage de ne pas profiter d'une telle puissance. Alors je les utilise en micro-dosage, du 50e ou 40e de goutte selon les huiles utilisées. Et toujours sur un transporteur comme les fibres non fermentescibles. Pour cela, l'écorce d'arbre est très bien. Attention, on ne rigole pas avec les huiles essentielles. Une goutte d'huile, c'est beaucoup trop fort, c'est 50 fois trop fort. De plus, il faut un transporteur pour atteindre les zones éloignées comme l'Iléon ou le sécom. Une goutte d'huile essentielle sur un comprimé neutre, vous tuez le grêle, vous tuez la vie. Donc, les huiles essentielles en ingestion, c'est du microdosage ou pas du tout. Un véritable microdosage, pas du 10e de goutte, c'est encore bien trop fort, et surtout pas sans transporteur. Pour un excès d'hydrogène avec un biofilm résistant, un véritable SIBO, c'est une autre histoire. Il faut déterminer l'entérotype, mesurer la dysbiose et la définir afin de choisir la bonne combinaison d'huile essentielle microdosée et les bons mycéliums. Je ne donnerai pas d'exemple ici pour ne pas inciter à une automédication qui pourrait s'avérer désastreuse. Si le choix des huiles essentielles est important, le choix des mycéliums est capital. On ne rigole pas non plus avec les mycéliums. Donner de l'éricium à une personne qui souffre d'une fibromyalgie ou d'une endométriose, vous lui explosez le niveau de douleur. C'est une faute professionnelle. Vous donnez du coriolus à un psoriasique, vous lui explosez son psoriasis. C'est une faute professionnelle. Vous en donnez à une personne qui souffre d'une hépatite auto-immune, là, c'est du ressort du pénal. Le végétal peut être thérapeutique, mais il peut être aussi catastrophique. Nous sommes toujours dans le dilemme du choix. Qu'est-ce qui est bon et pour qui ? Nous sommes malheureusement dans un temps où l'idéologie végétarienne prend de plus en plus d'ampleur, une période où des sophistes à la vision tronquée par leur sens borné aiment à séduire par l'idée et le verbe, aiment paraître savants aux autres, surtout à eux-mêmes, mais sans l'être le moins du monde. Ces gens imaginent savoir ce qu'ils ne savent pas et sont gros, enceints de leur suffisance et de leur fausse connaissance, mais si on les faisait accoucher, il ne sortirait que du vent, une pesante infatuation qui s'ajoute au gaz de leur fermentation. Avec ce podcast et les deux précédents, c'est-à-dire les numéros 8 et 9, vous devriez être à même de réduire un SIBO, c'est-à-dire à ne plus ballonner, ne plus produire de gaz dans le grêle et avoir peu de flatulences, qui plus est non odorantes.
Si ce podcast vous a plu, si vous pensez qu'il peut aider, permettre une réflexion judicieuse et pertinente, n'hésitez surtout pas à le liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager avec vos amis et vos proches. À bientôt pour un nouveau sujet.